jeunes chercheurs et doctorants, et éventuellement, si les collègues sont avec nous, je vous souhaite la bienvenue dans cette série de séances de formation, d'échange. Ah, j'ai un problème de connexion, je pense. Oui, je t'entends mal. والو قاع دابا شوية. دابا شويه مزيان. Un peu mieux. Donc, en tout cas, je ne vais pas tarder, c'est juste pour vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue et de remercier les collègues amis Hicham et Zakaria d'avoir préparé ce séminaire très intéressant, très riche en méthodologie, qui porte justement sur la méthodologie en sciences de recherche, en sciences humaines et sociales, qui a connu un succès très intéressant lors de la première session qui a eu lieu l'année dernière, en 2020, et qui a connu la participation de plusieurs jeunes chercheurs. Et au nom de l'IMEA et au nom de son président, M. Rachid, professeur Rachid, président de l'Université Mohamed V, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie. Et l'IMEA, donc, il a l'honneur de commencer son année scientifique par ce séminaire et que je souhaite qui sera certainement très, très riche en échange et en information. Et vous avez devant vous deux grands professeurs, le professeur Zakaria Ghani, qui est anthropologue à l'IURSS, qui a une grande expérience et un grand chercheur, et le professeur Hicham Mansour, aussi un chercheur en sociologie. Et donc vous aurez l'occasion d'échanger avec eux et de travailler ensemble pendant 4 séances, pratiquement, pour le mois d'avril. Et j'espère qu'il y aura des choses, certainement, je n'ai pas de doute, intéressantes à échanger. Donc je vous souhaite une bonne continuation. Je suis désolé parce que je suis en route pour participer à notre séminaire ailleurs. Et donc je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup Zakaria. Merci aussi à Rania qui a veillé à l'organisation de ce séminaire. Et donc pour des raisons d'organisation, Rania va prendre les questions que vous aurez à poser par chat et qu'elle va présenter à nos intervenants à la fin pour répondre éventuellement à vos questions. Donc bienvenue et bon séminaire. Merci. À vous la parole, chers amis. Merci à vous. Monsieur Zakaria, on ne vous entend pas? Ah bon? Maintenant? Oui. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est beaucoup mieux maintenant. On vous voit et on vous entend. Ok. Donc, je ne sais pas. Je vais partager. Est-ce que l'écran est partagé? Oui, oui. Ok, très bien. Alors, merci à Abdelatif pour la présentation. Merci pour cette confiance aussi, de nous avoir fait confiance, Hicham et moi, pour introduire dès le début les activités de l'IMEA avec ce séminaire sur les outils de la recherche, sur la méthodologie et les théories de la recherche. La première partie de ce séminaire, il y avait justement un enregistrement des vidéos des séminaires
ça serait intéressant pour donner une nouvelle allure à ce séminaire de voir ces vidéos et ces enregistrements pour s'attarder davantage sur l'échange et l'interaction, davantage que la présentation d'ailleurs. Cette séance sur la revue littérature focalise justement sur cet outil de la recherche qui est important, qui est, je dirais, coexistant à l'élaboration de la recherche depuis son début. La revue littérature commence avec la recherche, avec l'élaboration de la question de la recherche, et continue, et elle permet de revoir cette question de recherche et les topics qui ont été proposés. Donc, ce n'est pas ce que nous présentons aujourd'hui comme sous une forme un peu linéaire, ce ne l'est pas dans la réalité. C'est-à-dire, on ne commence pas avec une étape, élaborer une question de recherche, regarder la revue littérature et continuer. Non. Ce sont des étapes qui coexistent, qui immanentes à l'autre. La revue littérature permet de façonner, de refaçonner, de revoir nos questions de recherche qui ont été posées et de les respécifier davantage. Donc, le propos de cette première intervention, c'est justement de permettre de situer notre recherche par rapport à ce qui existe déjà. Ce qui existe déjà, de débattre avec la revue littérature à partir de notre position, question de recherche, et inversement, permettre cette revue littérature nous permet aussi de revoir les questions de recherche qui ont été posées. Donc, cette section qui est sur la littérature, je dirais, c'est comme le sature qui permet, le liant, je dirais, qui permet de lier les composantes de notre recherche. Soit pour une recherche, pour un projet de recherche, soit pour un papier, pour l'écriture, la rédaction d'un article, soit aussi pour l'élaboration d'une thèse. Donc ça ne change pas. C'est une question c'est pas une question de nature, c'est une question de forme. C'est la forme qui change, mais le positionnement, le rôle de la revue littérature est toujours le même dans toutes les situations de la rédaction. La rédaction de la thèse, la rédaction d'un article, la rédaction d'un projet d'un projet de recherche. Donc, la revue littérature, je disais qu'elle est le sature parce qu'elle permet justement de montrer et de relier notre recherche, le background and significance, c'est-à-dire le background de notre recherche, son importance à ce qui a été déjà fait par les autres, dans d'autres domaines ou bien dans le même domaine. Et donc, l'idée, c'est de poser, de situer nos projets de recherche à travers la revue littérature, parmi ce qui a été fait, tout en démontrant, et c'est ça l'important, c'est ça le rôle d'une revue littérature, tout en démontrant l'originalité et l'aspect innovatif de notre recherche. Autrement dit, notre lecture des textes et des recherches des autres doit être une lecture spécifique, très spécifique, à partir de notre position, qui est aussi spécifique. Et donc, notre revue littérature reflète un positionnement, reflète nos questionnements, reflète nos intérêts.
notre ambition de recherche. Et dès lors, c'est une lecture spécifiée et singulière, parce qu'elle part d'une position spécifique et singulière qui est la nôtre, comme chercheur, avec un questionnement spécifique et singulier. Et ça, c'est très important. Sans cela, notre recherche ne serait ni neuve, ni originale. Elle n'apportera rien de neuf, parce qu'elle serait une lecture comme d'autres lectures, ou bien lecture se baser sur d'autres lectures. Et donc ça, c'est le début, très important. Et donc, c'est ça qui devrait, en quelque sorte, orienter notre lecture. Notre position particulière qui doit orienter notre lecture. Les choix, et outre les choix, la manière de lire. En analysant les méthodologies utilisées, les théories mobilisées, les concepts mobilisés, et aussi la manière d'analyser ces données, comment ces concepts ont été opérationnalisés et mobilisés par les autres. Et comment, à partir de notre position, on pourrait différemment, ou de façon critique, les mobiliser. Donc, une lecture spécifique, à partir d'une position spécifique, mais aussi en choisissant des angles d'attaque, ou un angle d'attaque bien particulier, qui est la nôtre. Une lecture doit être une stratégie bien stratégique, c'est-à-dire on peut diviser par exemple nos lectures. Voilà, cette lecture, quelles sont les théories utilisées, donc dans quel cadre, quels sont les cadres théoriques, quels sont les concepts, quelles sont aussi les méthodes utilisées et comment ces données ont été. Et c'est comme ça qu'on peut faire une étude comparative de l'ensemble des lectures qu'on fait, de l'ensemble de la littérature qu'on utilise. Cela va nous permettre aussi de localiser, de situer les lacunes dans les autres recherches, ce qui manque, les manques. Les manques, c'est-à-dire d'un point de vue méthodologique, mais aussi d'un point de vue conceptuel et théorique. Pourquoi une telle théorie et pas une autre? Pourquoi une telle méthode et pas une autre? Donc, ce sont des questionnements importants. Ces questionnements nous permettraient de faire débattre les lectures entre elles. Celui-ci, cette lecture, utilise une méthode, l'autre utilise une méthode, et nous contraste. Donc, notre revue de littérature, elle est critique et contrastive. Contrastive dans le sens, au lieu d'étudier de façon linéaire chaque texte, donc on fait débattre les auteurs entre les textes d'un point de vue méthodologique, conceptuel et théorique. Et ça, c'est très important parce qu'avec cette approche contrastive, ça nous permet de nous positionner nous-mêmes dans ce débat. Autrement dit, au lieu de ressasser une quantité immense de textes, l'idée, ce n'est pas de ressasser de façon linéaire ces lectures. L'idée, c'est de les faire débattre ensemble. Choisir, localiser les lectures importantes et faire ressortir de façon constructive les différences, les divergences importantes, toutes en se positionnant dans ce débat. Et pour cela, il est essentiel de situer les thèmes importants dans cette revue de littérature. Au lieu de faire des lectures, comme je l'ai dit, linéaires, il est important de spécifier, de localiser, de définir des catégories thématiques qui sont abordées dans la revue de littérature.
bien sûr, en plus des débats théoriques et méthodologiques. Quels sont les thèmes importants qui ressortent? Quels sont les thèmes importants qui ressortent? Donc, on a là 3 niveaux de lecture. Hein, 3 niveaux de lecture. Quels sont les débats théoriques importants? Quelles sont les perspectives méthodologiques? Mais aussi, quels sont les thèmes et les catégories thématiques qui sont abordées? Ça, c'est important parce que ça va nous permettre d'avoir des angles d'attaque bien spécifiques dans notre lecture et de ne pas faire des lectures, je dirais, des lectures quelque peu sauvages, c'est-à-dire, et de décrire de façon systématique tout le matériau qui sont utilisés. Et c'est une stratégie aussi qui permet de faire dialoguer les textes entre eux, les auteurs entre eux. Et ça, c'est très, très important. Et c'est important aussi parce que, et ça a été remarqué par plusieurs auteurs, l'une des lacunes majeures des thèses en sciences sociales aujourd'hui, c'est justement ce manque de débat dans le revue de littérature. Et ce manque de participer dans ce débat, en tant que chercheur, en tant que doctorant et en tant que chercheur. Et c'est pourquoi j'y insiste. Et donc, l'idée essentielle, c'est comment nous, on va se positionner. Nous, on va se positionner dans ce débat. Ça, c'est très important. Parce que souvent, le chercheur, le doctorant est surplombé, en quelque sorte, par ses lectures, par les théories mobilisées, et il ne prend pas l'espace. Il ne prend pas l'espace pour dialoguer. Et justement, pourquoi? Parce que son approche de la littérature, il n'était pas d'emblée critique, contrastier et thématique. Je crois que ces trois points sont très importants. Donc, je l'ai dit, je le répète, la revue littérature, elle est, je dirais, elle est immanente. Immanente à notre questionnement de début de la recherche. Immanente dans le sens aussi qu'il y a une certaine réflexivité importante. À partir de notre lecture, il faut repenser nos positionnements. Et à partir de nos repositionnements, il faut aussi revenir à la revue littérature avec un esprit critique. C'est important parce que, comme je l'ai dit, c'est l'ossature, ce qui permet de relier tous les compartiments de notre recherche, et c'est aussi ce qui permet aussi de donner un aspect fluide à notre recherche. Le reliant. C'est ça ce qui permet de fluider, donner un aspect fluide à notre recherche, qui relie de façon un peu fluide, de façon liquide, notre question de recherche avec notre cadre théorique, avec nos méthodes mobilisées et avec l'analyse des données. Et donc, c'est très, très important comme partie. Il faut y consacrer un temps et de l'effort. Et là, vous voyez la position, c'est ça ce que j'entends par ossature, c'est parce que c'est le point, c'est une position un peu de pivot qui relie ce qui vient avant et ce qui vient après, et c'est ce qui permet de relier, ce qui permet de se positionner, ce qui permet de montrer l'originalité de notre travail. Cette position, elle est significative dans deux sens.
parce qu'elle va permettre de démontrer l'originalité de notre recherche. Voilà ce qui a été fait, voilà ce qui manque, voilà moi ce que je montre par rapport à ce qui a été fait. Ou bien ce que je complémente, parce que je me distancie de ce qui a été fait, ou bien je complète, soit d'un point de vue théorique, méthodologique, ou thématique, certains thèmes qui n'ont pas été abordés, je les aborde. Ou bien les trois, ou bien les deux, mais on montre ce qui, en maîtrisant les travaux, on va démontrer l'originalité d'une autre. Donc, on va montrer comment on peut reviser, étendre, ou spécifier, ou compléter le savoir qui a été accumulé sur le sujet dans notre domaine. Et ça dans tous les domaines de la littérature, non pas seulement en sciences sociales, mais aussi en sciences naturelles. Sciences naturelles, première chose, si on fait la revue, on a notre question, l'expérience qu'on veut établir, on regarde ce sur ce sujet. Et puis la section de la revue littérature, elle peut prendre une page dans un article novateur, une page pour montrer ce qui a été fait, ce qui manque. Et voilà ce que nous démontrons. Monsieur Zakaria, on ne vous entend plus. Monsieur? Ok, il y a un problème avec la caméra, je ne sais pas. Je dois partager encore une fois ou l'a déjà partagé? Ok. Désolé, il y avait un problème de connexion, je ne sais pas lequel, mais en tout cas, il y avait un problème de connexion. Je disais que la position de la revue littérature, le positionnement, sa situation dans le process, mais aussi dans le squelette de la recherche, il a une double importance. La première, c'est déjà de démontrer, de se situer par rapport à ce qui a été fait et de montrer ce que nous apportons de neuf. Et deuxièmement, parce que ça peut de relier directement à ce qui vient d'après, en discutant nos méthodologies, l'originalité de nos méthodes et notre théorie. Et ça, c'est très important. Donc, pour résumer, je dirais que la revue littérature, le rôle de la revue littérature, c'est résumé en ces 5 C,
rester, ça c'est un problème majeur, rester focalisé sur la littérature pertinente à notre recherche, à notre problématique. Rester très focalisé sur cette littérature. Parce que, bien sûr, quand je dis rester focalisé, c'est-à-dire c'est un process. C'est un process sélectif. C'est-à-dire on va ratisser un peu large, on va étudier, mais on va davantage, de plus en plus, respécifier vers la pertinence. Et ça ne veut pas dire que, parce qu'on a lu, on a résumé des lectures, qu'on doit les inclure dans la thèse. Non, absolument pas. Ils font partie de notre background, de notre bagage. Hein? Ils font partie de notre background analytique. Et ils sont là, ces lectures. Mais les lectures importantes, hein, qui doivent rester, hein, avec lesquelles on doit dialoguer dans notre recherche, sont celles qui sont vraiment pertinentes, qui ont un lien direct avec nos problématiques. Ça, c'est un problème majeur parce que parfois, on trouve dans leur littérature des discussions, hein, qui n'ont rien à voir ou qui ont très peu à voir avec notre propos. Le deuxième C, c'est l'aspect comparatif. Comparer, on compare les arguments, comme je l'ai dit, les méthodologies théoriques. C'est pour donner cet aspect dialogique, hein, cette dimension dialogique à la revue de littérature. On compare pour faire dialoguer et débattre cette revue de littérature, ces textes. On compare les arguments, les théories, les méthodes, les résultats. Ça, c'est important parce qu'à partir de là, on peut comprendre quels sont les positionnements des différents auteurs, quels sont l'ensemble des théories, hein, qui sont mobilisées dans le champ, et les méthodes utilisées aussi. Ça, c'est très... Et après, on passe à la comparaison contrastive. C'est-à-dire, là, exactement, on va contraster, non pas seulement comparer, hein, mais les contraster. Hein. Quelles sont les controverses, les désaccords et les débats dans le champ étudié? Ça, c'est très important. Par exemple, au lieu de citer 10 auteurs, hein, un après l'autre pour montrer comment dire, l'immense quantité de nos lectures, au lieu de ça, choisir des auteurs importants, des textes importants, hein, qui sont contrastifs, c'est-à-dire qui débattent à partir de différentes perspectives, des perspectives contrastées, le sujet étudié. Ça va nous donner une idée, hein, des débats, des contrastes, des controverses, hein, sur le sujet, et ça va nous permettre aussi de se positionner. Quatre C, c'est critiquer cette littérature. Quand on entend par critique, c'est notre positionnement, justement. Ah, ce qui manque, ce que ce texte montre, ce que l'autre ne montre pas, et ce que nous, on va essayer de démontrer. C'est ça notre travail. C'est ça l'étape, hein, importante. Critique. Critique, c'est se positionner dans ces controverses, dans ces débats. En contrastant l'ensemble, hein, de la littérature pertinente, bien évidemment, hein, notre positionnement émerge, hein, de façon critique. Critique, quand on dit critique, ça peut être au niveau méthodologique, au niveau théorique, ou bien au niveau des thèmes étudiés, ou bien à tous les niveaux. Donc ça dépend. Mais comme le terrain ethnographique, hein, la revue littérature, hein, c'est une question d'émergence aussi. C'est une question, notre positionnement émerge dans notre confrontation avec ces auteurs, dans notre dialogue, hein, critique avec ces auteurs. C'est exactement comme l'ethnographie. C'est un champ ethnographique, la revue littérature, et il faut la considérer comme telle. Et puis le cinquième C,
c'est connect. Connect, c'est-à-dire, c'est situer notre recherche par rapport à cette revue de littérature de façon critique. Donc, ce sont les 5 C qui résument le travail que un chercheur, un débutant, un étudiant, un master student, un PhD student ou bien un chercheur établi, à chaque fois, quand ils sont dans un processus d'élaboration d'une recherche à une nouvelle recherche, c'est le travail qui doit se faire à chaque fois. Donc moi, je m'arrête là et puis je cède la parole à mon collègue Hicham qui va continuer sur la revue littérature et puis s'il y a des questions, on va les reprendre vers la fin. Merci. Merci à vous, professeur Zakaria Rani. Professeur Hicham, on ne vous entend pas. J'ai enlevé les écouteurs, donc là, je pense que c'est Oui, mieux. maintenant c'est mieux, oui. Oui, donc je vais essayer de partager l'écran. Ouais, partager. Alors, est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Très bien, parfait. Mais le son, il y a un bruit. Maintenant, c'est bon. C'est bon? Oui, monsieur, vous pouvez commencer. Juste une petite seconde. Oui, bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver pour ce cycle de conférences, séminaires sur les méthodologies de recherche en sciences sociales. J'imagine que vous avez pu visionner les 2 vidéos, celle de mon collègue Zakaria et la mienne. Comme ça, on peut gagner un peu de temps et laisser plus de temps pour la discussion. Donc, comme le disait très bien Zakaria tout à l'heure, que la revue de littérature n'est pas un exercice de style. On fait pas une revue de littérature pour faire une revue de littérature, mais c'est une composante essentielle dans tout type de recherche, parce que quand on commence une recherche, on ne commence pas de zéro. Il faut ajouter à ce qui existe déjà. Et pour savoir qu'est-ce qu'il faut ajouter à ce qui existe, évidemment, il va falloir connaître ce qui existe, connaître sa valeur, ses forces et ses faiblesses, etc. Donc, c'est ça le rôle essentiel d'une revue de littérature, mais aussi pour placer sa propre recherche dans le contexte plus large, des connaissances qui existent dans un domaine donné. Donc, un des outils importants de la revue de littérature, c'est justement l'analyse argumentative. Parce que quand on lit la littérature existante, ce ne sont pas des résumés dont on a besoin, parce que les résumés, ça peut aider, mais ce n'est pas ça. Ce dont on a besoin, c'est le jus de chaque référence, de chaque article, de chaque livre, justement pour pouvoir réduire cette littérature immense à un ensemble d'arguments. Quand je dis le jus, c'est-à-dire, je veux dire par là les arguments des auteurs. Et pour extraire les arguments, ce n'est pas quelque chose qu'on fait automatiquement.
c'est quelque chose qu'on apprend à travers l'exercice. Et du coup, j'enchaîne avec ce qui a été présenté par Zakaria pour focaliser sur cet outil critique et important qui est l'analyse des arguments. Qu'est-ce qu'un argument? Bien sûr, nous avons tous et toutes une connaissance de ce que c'est un argument. Parfois, c'est intuitif, etc. Mais il faut acquérir des outils justement pour pouvoir extraire des arguments des textes qu'on lit lors de notre recherche et pouvoir les comparer, les contraster, les critiquer, etc., comme le disait Zakaria tout à l'heure. Donc, l'analyse argumentative est également importante parce que les différents chercheurs ont différentes visions, et différentes opinions, différents arguments par rapport aux mêmes objets de recherche. Pourquoi? Parce que là, j'ai mis en rouge les trois mots-clés. Il y a différentes ontologies, il y a différentes épistémologies, différentes méthodologies. C'est-à-dire, même si les positions ontologiques, épistémologiques et méthodologiques ne sont pas déclarées, elles sont là. Elles sont là. Parfois, elles sont explicites, parfois, elles sont implicites. Donc, il faut situer chaque argument par rapport au positionnement théorique du chercheur. L'ontologie se réfère à la nature de la réalité, comment le chercheur ou la chercheuse conçoit la réalité, ou bien l'école théorique à laquelle il ou elle appartient, comment ils conçoivent ce réel. Est-ce que c'est un ensemble de relations? Est-ce que ce sont des structures? Est-ce que ce sont des institutions? Est-ce que ce sont des interactions entre les individus, etc. Ou bien tout ça à la fois. Et donc, la position ontologique de chaque chercheur détermine en quelque sorte sa position épistémologique, c'est-à-dire comment acquérir un savoir scientifique distinct du savoir ordinaire qu'on porte tous en tant que membre de la société. Donc, le savoir scientifique diffère, la nature du savoir scientifique diffère selon la position ontologique. Et enfin, il y a différentes méthodologies qui sont également déterminées plus ou moins par des positions ontologiques, épistémologiques, etc. Donc, c'est pour ça que l'analyse argumentative est importante, parce qu'aucun chercheur n'a raison ou tort. Mais la valeur des arguments doit être évaluée par rapport, dans son contexte théorique et paradigmatique, et plus précisément ontologique, épistémologique, méthodologique. Et on n'a pas besoin de discuter de tout ça dans une recherche, mais il est très, très utile d'en être conscient, justement, pour pouvoir comprendre la portée et la teneur d'un argument. Donc, quand on parle d'analyse argumentative, bien sûr, ça fait partie de la discipline philosophique qu'on appelle logique. Donc, il y a des logiciens qui passent tout leur temps à travailler, à développer des outils logiques pour analyser, comprendre le réel complexe et la réalité. Les deux types de logique qu'on connaît, qui sont implicites en sciences sociales et dans les sciences en général, c'est la logique déductive et la logique inductive. C'est-à-dire quand on lit un document, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est d'extraire les arguments. Et il est utile d'avoir une idée préalable de différents types d'arguments. Est-ce que c'est un argument déductif ou un argument inductif? Il y a d'autres types de... Donc, pour le déductif, c'est très simple. On parle d'un principe général et on l'applique sur des situations particulières. Donc, un argument déductif, c'est une proposition où la conclusion découle logiquement des prémices. Les prémices, ce sont les points de départ, ou bien un principe
général. Et là, je vous ai mis cet exemple très connu dans l'histoire de la philosophie. Tous les humains sont mortels. Ça, c'est un principe général. Et donc, pour pouvoir classer les gens selon ce principe, on va identifier d'abord s'ils appartiennent à ce groupe auquel s'applique ce principe général, c'est-à-dire tous les humains sont mortels. Si un tel est un homme ou une femme, donc il appartient à ce groupe auquel s'applique le principe, et du coup, la conclusion est directement, découle directement et logiquement des prémices ou bien de ce principe général. Donc cet argument est valide. Il n'est pas fort ou faible comme dans les arguments inductifs, mais il est valide. Et donc les arguments inductifs sont déductifs plutôt, sont très courants en philosophie, dans certaines sciences théoriques, etc. Par contre, les sciences expérimentales, c'est-à-dire les sciences qui font appel à l'observation empirique, c'est-à-dire qui partent de l'observation directe ou indirecte, ou bien qui sont fondées sur des faits, qui soient quantitatifs ou qualitatifs, l'argument n'est pas valide ou invalide, mais il est fort ou il est faible. Et, je vous ai donné ici un exemple. Le prémisse, il a plu toute la semaine. La conclusion, il est fort probable qu'il pleuve demain. Donc, il y a des doutes, ce n'est pas sûr. Ça, c'est un argument inductif, c'est-à-dire qu'il faut attendre demain pour pouvoir juger si l'argument était fort ou bien faible. C'est-à-dire qu'en sciences sociales, parfois on utilise les deux types d'arguments. L'argument, ce qu'on appelle hypothéco-déductif, c'est-à-dire qu'on part on déduit des hypothèses, des théories existantes, et ensuite on collecte les données empiriques pour pouvoir tester la force ou la faiblesse de ces hypothèses. Donc c'est à la fois hypothéco-déductif et inductif, parce que cette division est fausse, il n'est pas utile. Diviser entre inductif et déductif, ce n'est pas très utile. Les chercheurs utilisent les deux types de logique. Donc il faut juste faire attention quand vous lisez les documents pour justement identifier ce mouvement. Est-ce que le chercheur ou la chercheuse, est-ce qu'il part des hypothèses qu'il a tirées des théories existantes? Et ça, les économistes le font beaucoup. Et ensuite, ils vont collecter les données pour tester les hypothèses. Donc là, c'est la démarche inductive. Le troisième type de logique, qui n'est pas très connu dans la littérature, à part quelques écrits philosophiques et récemment dans la littérature anglo-saxonne, on parle de abduction, pas de déduction, pas d'induction, mais abduction qui fait la synthèse de ces deux types de logique. Donc, abduction, c'est quoi? Ce n'est pas partir des hypothèses bien définies, mais observer la réalité jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose d'important, auquel on ne s'attendait pas, ou bien quelque chose qui pourrait aider à comprendre une réalité qu'on ne comprenait pas avant. Donc, pour pouvoir trouver quelque chose de nouveau dans un ensemble de données collectées, on ne peut pas, il est impossible de se libérer définitivement des a priori théoriques, mais il faut s'en libérer un peu, c'est-à-dire faire un effort de les suspendre, ne pas lire les données avec les théories existantes, mais essayer de les lire de manière plus ou moins décontractée, c'est-à-dire pour augmenter les chances de trouver quelque chose qu'on ne pouvait pas trouver en utilisant les théories existantes. Parce que les données ne parlent pas d'elles-mêmes. Les faits qu'on collecte, qu'ils soient
des faits sociaux, historiques ou économiques, etc. Ils ne parlent pas d'eux-mêmes, on les fait parler avec les cadres théoriques existants. Et donc, quand on s'inscrit dans une logique de découverte, une logique abductive, on essaie de prendre une distance avec les cadres théoriques existants. OK? Donc, ça, j'ai déjà dit. Un exemple concerne l'analyse. Le son est faible. Et là, parce que je ne vois pas le chat. Non, on vous entend très bien, monsieur. C'est bien? Oui, oui, on vous entend très bien. OK, d'accord. Parce que mon collègue Zakaria m'a dit que plusieurs, ils ont dit sur le chat que le son n'est pas très clair. Anyway, mais vous confirmez que c'est bon. Oui, monsieur, on vous entend très clair. OK. Donc, Si vous permettez, oui, si vous permettez, en fait, moi, j'étais la première à signaler l'histoire du son, mais quand j'ai mis mes écouteurs, j'entends mieux. Donc, je crois que ça dépend des téléphones ou là, des tablettes. Ils ont un son maximal qui n'est pas suffisant, mais avec les écouteurs, c'est mieux. C'est ce que je propose, en fait. Effectivement, il faut juste voir sur les réglages et après, je pense que... Oui. De toute façon, moi, j'essaie de crier un peu comme ça, vous m'entendez. OK? Alors, comme je disais, un exemple de l'analyse argumentative abductive, c'est qu'on a encore plus de données collectées selon un certain nombre de questions de recherche, etc. Parmi les choses qu'on peut faire, c'est d'essayer de voir est-ce qu'on peut développer une nouvelle typologie autre que celles qui sont connues dans la littérature. C'est-à-dire qu'ils sont dites, est-ce qu'on peut classer ces données selon des critères nouveaux, autres que les critères qu'on connaît déjà, les critères de classement, de classification, etc. D'accord? Et donc, c'est juste pour... C'est pas pour boucler la recherche, mais pour la commencer. C'est-à-dire que si on arrive à faire sortir une nouvelle typologie, on peut la tester, la retester, la tester, la retester, jusqu'à ce qu'on peut s'assurer, c'est-à-dire en confrontant avec les autres typologies existantes, de sa pertinence ou de sa non-pertinence. Maintenant, pour conclure, dans quelques minutes, maintenant on peut aller un peu dans le détail. J'imagine que vous avez déjà visualisé ça. Qu'est-ce qu'un argument? Un argument, c'est un ensemble de propositions, c'est un ensemble de phrases. C'est-à-dire que les arguments ne sont pas, comment dire, ne sautent pas aux yeux. C'est-à-dire qu'il faut faire une analyse linguistique, plus ou moins linguistique, pour pouvoir extraire les arguments des textes. Mais pour pouvoir faire ce travail, nous avons besoin d'un peu d'ordre, de mettre un peu d'ordre dans notre manière de lire. C'est-à-dire on cherche, dans un argument, on cherche la conclusion. Quelle est la conclusion de ce texte? Et j'insiste que c'est dans la pratique qu'on arrive à affiner nos capacités d'analyse argumentative. Donc on cherche... Monsieur, la diapo n'est pas partagée, donc si... Elle est partagée, donc ça doit être... je vais repartager. C'est bon. Non. Attendez. Non, c'est pas ça. Ah oui, c'est ça. C'est bon là? Oui, monsieur, c'est bon. Ok, donc je disais, c'est dans la pratique où on développe nos compétences d'analyse argumentative, c'est en pratiquant cet exercice qu'on arrive à le faire et le faire bien. Et donc, une des manières de le faire, c'est d'abord de chercher la conclusion, chercher les conclusions. Et une fois on trouve la conclusion, on va aller chercher des prémices, c'est-à-dire les points de départ sur lesquels la conclusion est appuyée. Parce qu'en fin de compte, la force ou la faiblesse d'un argument dépend de la connexion. Si la connexion entre les prémices et la conclusion est forte ou faible.
C'est-à-dire, si je dis que la croissance économique est faible au Maroc en raison de la prévalence du secteur informel, c'est quoi la conclusion? C'est que la croissance économique est faible. C'est quoi le prémisse? C'est que la prévalence du secteur informel. Et on ne va pas accepter cet argument comme ça. Il va falloir l'examiner et de voir est-ce que vraiment, dans d'autres contextes, est-ce qu'on peut trouver des cas, par exemple, de pays où la croissance économique est élevée en dépit de la prévalence du secteur informel. Donc voilà, c'est juste un exemple comme ça pour prendre à lire la littérature de manière méthodique, hein, et de manière économique aussi. C'est-à-dire qu'on l'analyse, l'un des points forts de l'analyse argumentative, c'est que ça nous permet de distinguer l'essentiel du secondaire, dégager par exemple du texte que l'essentiel, et il y a beaucoup de données de contexte, d'exemples, d'illustrations, etc., dont on n'a pas besoin justement pour restituer l'essentiel de ce qui existe dans une littérature. Voilà donc pour les arguments déductifs, ils sont soit valides ou invalides a priori, et c'est normal puisqu'on applique un principe général à des cas particuliers, tandis que les arguments déductifs sont soit faibles ou forts, et c'est-à-dire il n'y a pas de certitude, mais juste des probabilités et qui changent. Ces probabilités changent selon les nouvelles données qui existent. Et vous avez suivi avec le débat sur les vaccins, par exemple. Il n'y a pas de certitude, il y a différents arguments qui sont fondés sur des données. Et donc, les chercheurs utilisent ces données pour avancer un argument dans un sens ou dans un autre, mais c'est le temps qui va confirmer ou infirmer la valeur de ces arguments avec le recul, hein, avec le recul qu'on prend par rapport à ces vaccins et les données. Parce que les vaccins font l'objet de ce qu'on appelle la recherche expérimentale, c'est-à-dire il y a des essais cliniques, il faut analyser ces données de manière très précise, etc., et voir ce que ça donne, et attendre que ces expérimentations soient répétées dans d'autres endroits pour les confirmer ou les infirmer. Donc il y a l'élément temps qui est fondamental dans l'analyse argumentative inductive. Même si on trouve un argument fort, il faut le prendre, c'est-à-dire il faut le prendre dans son contexte et ne pas lui donner un caractère certain. Hein? Mais les arguments sont des idées qui changent avec les changements qu'on observe dans la réalité. C'est-à-dire, même si on est convaincu par un argument, il ne faut pas le prendre pour un argument définitif. Et d'ailleurs, si les arguments étaient définitifs, la recherche n'aurait servi à rien. La recherche est utile, elle est vitale, justement parce que le réel change et les arguments changent avec. Je parlais tout à l'heure déjà des aspects linguistiques, parce que les arguments sont des matériaux linguistiques, et donc il faut, c'est-à-dire pour développer la capacité d'analyse argumentative, il faut être sensible aux aspects linguistiques, à savoir comment les phrases sont composées, hein, la syntaxe, la sémantique, c'est-à-dire le sens qui est produit par les mots qui sont composés dans une phrase, l'étiquette, c'est-à-dire la manière de dire les choses, etc. Ça change, hein, d'une école à une autre, d'un auteur à un autre. Et aussi la pragmatique, c'est-à-dire l'objectif visé, hein, par l'auteur dans un contexte précis. Il y avait, avec ce qu'on appelait au début du XXe siècle le positivisme en sciences sociales, il y avait sa version linguistique aussi, où seuls les mots qui avaient un équivalent dans la réalité étaient considérés comme ayant un sens. Et que les mots et les phrases qui ne se référaient pas à une entité empirique, c'est-à-dire, comme je l'ai écrit ici, ceci est une chaise, c'est une phrase qui a un sens, alors tandis que
je suis content, ou je suis triste, ou je crois en Dieu, ou je crois en ça, n'avait pas de sens pour les positivistes, puisqu'ils ne se référaient pas à une entité empirique. Alors, un certain nombre de philosophes ont revu et réévalué les présupposés de ce courant positiviste en linguistique pour justement arriver à une compréhension beaucoup plus large et beaucoup plus globale du langage, et que le sens des mots, ce n'est pas parce qu'ils se réfèrent à une entité empirique, mais le sens vient de l'usage. C'est-à-dire comment, pour comprendre la signification d'un concept ou d'un mot ou d'une phrase dans un texte, ce n'est pas dans le dictionnaire que vous allez trouver le sens. Le sens vient de comment ce concept est utilisé. Comment ce concept est utilisé par l'auteur. Par exemple, si vous trouvez le concept de précarité ou de vulnérabilité ou de pauvreté, le sens n'est pas acquis. C'est-à-dire il faut aller fouiller dans le texte pour voir exactement comment il est utilisé, comment il est défini, à quel type de données il se réfère, à quel type à quelle partie de la réalité il se réfère, etc. Donc l'idée du philosophe du langage Ludwig Wittgenstein, c'est qu'il ne fallait pas chercher le sens ailleurs que dans le contexte de l'usage des mots et des phrases. Donc, le sens est dans le texte. Il faut juste le sens est dans le texte, il faut le chercher jusqu'à ce que vous relevez le sens qui est attribué par l'auteur aux mots et phrases qu'il utilise. De manière beaucoup plus pratique, on cherche les arguments à travers les marqueurs. C'est-à-dire pour faciliter le travail d'extraction des arguments des textes, on commence par une première lecture, on appelle ça la lecture rapide, avant d'entamer la lecture profonde. La lecture rapide, c'est on encercle les marqueurs des raisons, les prémices et les marqueurs des conclusions. C'est-à-dire à chaque fois qu'on trouve donc, ou bien par conséquent, il s'ensuit que, il en résulte que, etc. Vous connaissez les autres marqueurs, il faut les souligner ou bien les encercler, etc. Justement pour pouvoir relever les conclusions. Parce que justement, les marqueurs, ils annoncent une conclusion en perspective. La même chose pour les raisons. C'est-à-dire il faut identifier les marqueurs des raisons, à savoir parce que, en raison de, du moment que, etc. Une fois que vous repérez ces deux types de marqueurs, là, vous commencez vraiment la lecture approfondie pour focaliser sur les arguments et oublier tout le reste, les illustrations, etc., qui servent juste aux auteurs pour présenter leurs propres arguments. Si vous trouvez parfois dans des textes, on n'arrive pas facilement à identifier les arguments, on peut adopter un autre schéma beaucoup plus simple. Quelles sont les données et les observations de l'auteur? Quelles sont les données qu'il a utilisées? Parce qu'en sciences sociales, on ne fait pas que spéculer, mais on utilise des données pour avancer des arguments. Une fois on repère les données, on cherche la conclusion. Quelle est la conclusion? OK? Je vous propose ce résumé que j'ai tiré de cette référence de Fischer. Faites d'abord une première lecture en vue d'une compréhension globale, c'est-à-dire s'il s'agit d'un livre, il faut lire l'introduction, la conclusion, examiner la table des matières pour avoir une idée sur le texte. Comme ça, quand on commence à lire en détail, on a la disponibilité mentale, on n'est pas dans le suspense, on sait déjà de quoi il s'agit, mais on va focaliser notre attention sur les arguments. S'il s'agit d'un article, c'est la même chose. Lire l'introduction, l'abstract d'abord, l'introduction, la conclusion, avant de commencer la chasse aux marqueurs, des raisons et de conclusion. Et c'est ça la méthode qui permet de faire une lecture critique et de pouvoir faire une revue de littérature telle que Zakaria l'a présentée tout à l'heure,
qui contraste, qui critique, qui confronte les idées. OK? Donc, vous avez déjà le slide, donc je ne vais pas m'attarder sur ce slide. Ça explique juste seulement comment on peut procéder à une lecture argumentative des textes. Il faut aussi être conscient et sensible à ce qu'on appelle les erreurs de raisonnement. C'est-à-dire, s'il y a une erreur de raisonnement dans un argument, il faut savoir la détecter pour ne pas se faire piéger et restituer et utiliser un argument qui n'est pas fondé. OK? Par exemple, si le concept n'est pas bien défini, là, ça peut créer des problèmes de compréhension, ça peut créer des problèmes de précision. OK? Donc, le texte doit livrer une définition explicite des concepts qu'il utilise, sinon, on ne peut pas savoir est-ce que ce concept est vraiment pertinent pour décrire la situation, c'est-à-dire pour décrire les faits auxquels on s'intéresse. Il y a ce qu'on appelle aussi des définitions illégitimes, comme des erreurs de raisonnement, c'est-à-dire que pour convaincre quelqu'un de quelque chose, on peut restreindre les définitions, tandis que cette restriction n'est pas justifiée. Le langage émotionnel, là, il y a des controverses par rapport à la pertinence, la séparation entre raison et émotion, etc. Mais ici, le sens est très précis de ce qu'on appelle le langage émotionnel. Ce n'est pas un argument. Quand je dis « moi, je suis en colère », ça, ce n'est pas un argument. Je décris une émotion. Ou bien de dire « cette politique urbaine m'énerve » ou bien « cette politique urbaine ne me plaît pas ». Je n'avance pas un argument parce que je ne donne pas les raisons à ma conclusion, qui n'est pas cette politique urbaine est mauvaise parce qu'elle ne me plaît pas. Donc ça, c'est un exemple de langage émotionnel. Les fausses généralisations. Un auteur ou une auteure peut étudier un fait dans un espace-temps donné et le généralise à tous les autres espaces-temps. C'est-à-dire qu'il faut examiner si on peut, à partir des données dont on dispose, par rapport à un échantillon ou par rapport à un segment de la population, est-ce que c'est légitime de généraliser et comment on peut généraliser? Il y a des centaines et des centaines d'articles sur la possibilité de généralisation. Il y a les fausses analogies. Donc, vous savez ce que c'est une analogie, c'est-à-dire quand on compare une situation avec une autre et on fait une fausse analogie. Par exemple, j'essaie de réfléchir à haute voix. On peut, par exemple, dire que cette politique de lutte contre la pauvreté a marché au Brésil et donc il ne peut que marcher au Maroc. Sans tenir en compte j'aime pas le mot spécificité, sans tenir en compte les différences de taille qui peuvent exister entre deux contextes différents, deux pays de taille très très différentes, de cultures différentes, d'économies différentes, d'histoires différentes, etc. Donc l'analogie, si vous faites des recherches sur l'analogie, elle a ses règles. C'est-à-dire pour pouvoir faire une analogie entre deux situations, il faut que les points de ressemblance soient supérieurs aux points de divergence. OK? On essaiera aussi d'éviter, quand on écrit, d'utiliser un langage technique excessif pour que les lecteurs puissent comprendre. Parfois, ce n'est pas nécessaire d'utiliser un jargon très, 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 très pointu quand on veut être lu et pour que les autres puissent aussi discuter nos arguments. Les arguments d'autorité, c'est quand on n'examine pas la force ou la faiblesse de l'argument selon les rapports qu'entretiennent les prémices avec la conclusion.
mais quand on se réfère à des personnalités connues ou bien à une autorité, qu'il soit autorité temporelle ou scientifique, pourquoi pas, puisque un tel l'a écrit, ça ne peut qu'être vrai. Donc ça, ce n'est pas un argument, c'est un argument d'autorité, donc c'est une erreur de raisonnement qu'il faut absolument éviter. C'est-à-dire à chaque fois qu'un auteur avance quelque chose, avance un argument, il faut absolument qu'il le justifie, et qu'il nous explique pourquoi. Ad hominem, un argument ad hominem consiste à critiquer la personne qui exprime l'argument au lieu d'évaluer son argument. C'est-à-dire quand on dit on critique cette personne, on n'examine pas les idées qu'elle avance, mais on critique la personne elle-même. Ça, c'est aussi une erreur ad hominem très utilisée dans la vie ordinaire, mais parfois aussi dans des écrits scientifiques. Le faux contexte est une erreur de raisonnement aussi, c'est-à-dire quand on donne des exemples, quand on décontextualise des exemples et on les sort de leur contexte, ça aussi c'est une erreur de raisonnement. Donc voilà, je m'arrête là et je redonne la parole à Rania, je crois, pour voir s'il y a des questions qui ont été posées. Donc, merci à vous, professeur Zakaria Rani, professeur Hicham Aït-Mansour. Vous m'entendez? Oui, avec des échos. Oui, il y a beaucoup d'échos. Donc, je vous remercie, professeur Zakaria Rani et professeur Hicham Aït-Mansour, pour votre intervention. On a eu certains nombres de questions. Je ne sais pas si vous êtes proches l'un de l'autre. Il y a un problème d'écho. Là, c'est mieux. Donc, on a eu un certain nombre de questions qui ont été posées au cours de la séance. Il y a toujours un problème de... Je pense maintenant c'est mieux. Donc, la première question était sur la revue de littérature qui a été représentée à la 3e position avant Background and Significance et Introduction. Mais bien sûr, avant d'arriver à un topic, une revue de littérature doit être faite. Est-ce qu'il existe ou bien existe-t-il différents types de revues de littérature pour chaque étape de la recherche? Et quelles sont les approches et quelle approche différencie ces revues de littérature? Et quels sont les critères permettant de savoir si une revue de littérature est pertinente pour sa recherche ou pas? Oui. Je crois qu'il y a deux questions qui... Merci Rania pour... Il y a deux questions qui se ressemblent, même si elles sont très différentes. Est-ce qu'on peut publier une revue de littérature dans un article? Et l'autre, comment savoir que si une revue de littérature est pertinente? Et puis une autre, est-ce qu'on peut réserver une section ou non de ce genre à la revue de littérature? Alors, premièrement, comme je l'ai dit et je le répète, la revue de littérature
c'est comme l'ethnographie. C'est-à-dire son pertinence, elle n'est pas su d'emblée, elle émerge avec la progression de la recherche. C'est comme les acteurs avec lesquels nous interagissons. Nous ne pourrons pas savoir d'emblée quels sont les acteurs pertinents pour notre travail ou plus pertinents que les autres. C'est le contact, c'est la friction, c'est la confrontation, aussi bien au terrain qu'à la littérature, qui permet de déterminer si cette revue de littérature est pertinente ou pas. Et donc, la revue de littérature, ce n'est pas une étape définie. Elle est un process. C'est un processus qui continue tout au long de notre recherche. On peut commencer, par exemple, par une lecture spécifique, et la confrontation avec le terrain permet de révéler qu'il y a nécessité d'aborder certains questionnements qui n'ont pas été abordés dans nos lectures précédentes. D'où l'ouverture sur d'autres horizons de littérature. Et c'est comme ça qu'on établit, qu'on forme notre spécifique revue de littérature. La meilleure manière d'aborder, de commencer déjà, parce qu'il faut commencer par un commencement, une fois qu'une question de recherche ou un topic a été spécifié, de regarder quels sont les grands débats dans ce domaine. Les tendances théoriques, les tendances méthodologiques, les thèmes importants et significatifs qui sont traités. Et commencer par exemple, une review. Il y a ce qu'on appelle des articles qui font une certaine review sur le champ étudié. Et ça nous donne une idée sur quelles sont les différentes tendances, les thèmes, les divergences, les différences. Ça, c'est important. Il y a des articles qui font des comptes rendus sur une thématique, sur un sujet défini. Ça pourrait être un angle d'attaque assez stratégique et pragmatique pour commencer. Et à partir de là, on commence à s'ouvrir sur cette revue de littérature à partir des références qui ont été mobilisées dans ces revues, dans ces reviews. Et on commence à faire des lectures à partir de cette première lecture. Mais en parallèle avec notre recherche qui commence à s'élaborer progressivement, d'autres thèmes qui émergent, d'autres horizons, d'autres spécificités qui sont liées à notre terrain qui émergent aussi. Et là, ça va nous permettre de s'ouvrir sur d'autres littératures. Et c'est comme ça qu'on fait. Donc, on ne peut pas savoir d'emblée. On peut commencer, on peut identifier de façon un peu, je dirais, générale, quelles sont les grandes lignes d'une revue de littérature, mais la revue de littérature pertinente, elle s'élabore avec notre recherche. Deuxième question, ça résume plusieurs questions, c'est est-ce qu'on doit consacrer une section spécifique à la revue de littérature, ou est-ce que la revue de littérature, elle est dans tous les compartiments de la recherche? Alors, il y a deux aspects. Il y a le premier aspect institutionnel. Il y a certaines institutions qui imposent un format particulier, c'est-à-dire qu'il faut absolument avoir une section qui s'intitule Revue de littérature. S'il n'y a pas le meilleur, une revue de littérature, elle doit être inhérente à notre recherche. Elle est là dès la formulation de notre problématique et question de recherche. Parce qu'on formule notre question, on montre l'originalité de notre question de recherche à partir de nos lectures, est-ce qui a été fait, est-ce qui n'a pas été fait. Elle est là aussi, quand on parle de nos méthodes, on va se confronter entre méthodes aux méthodes qui ont été utilisées, qui traitent des questions similaires. Elle est là aussi quand on discute
les données, quand on discute les théories et les concepts, elle est là. Parce que on va discuter cette revue de littérature pour voir quelles sont les tendances théoriques et quels concepts et quelles théories on va opérationnaliser et pourquoi dans notre recherche. Elle est aussi là quand on va analyser les données collectées. Parce qu'on va comparer nos données avec les autres. Et on va montrer comment notre perspective théorique et méthodologique permet mieux de répondre à certains questionnements et analyser les données par rapport à ce qui a été fait par les autres. Donc, en confrontant aux autres aussi. Et cette question répond à une autre, cette remarque répond à une autre question qui a été posée sur est-ce que la revue de littérature doit être aussi mobilisée dans l'analyse des données, bien sûr. Donc, la revue de littérature, elle est partout. C'est le squelette de notre recherche. Et c'est pourquoi il faut avoir déjà cet esprit critique et constructif pour pouvoir constituer notre projet de recherche par rapport à en se distinguant de ce qui a été fait, de la littérature existante. À toi, Hicham. Ok, merci Zakaria. Donc, je vais couvrir les questions suivantes. Comment bien choisir la position épistémologique la plus appropriée? Là, il n'y a pas de recette, hein, donc il faut se familiariser avec les différentes positions théoriques et épistémologiques dans votre domaine de recherche pour pouvoir choisir, parce que ce ne sont pas des choix linéaires, mais c'est un va-et-vient entre la pratique et la lecture qui vous rend plus ou moins sensible à l'approche épistémologique la plus pertinente pour vous-même et pour votre objet de recherche. Généralement, quand on lit les travaux des autres, on essaie de voir à quel courant épistémologique s'inscrit, dans quel courant épistémologique s'inscrit la recherche, ou s'inscrivent les travaux des chercheurs, etc. Plus on arrive à les détecter, plus on peut mieux comprendre la littérature et, par conséquent, mieux inscrire sa recherche dans le cadre de ce qui existe, comme on disait tout à l'heure. La question suivante concerne la lecture critique d'un article ou d'un ouvrage. Comment peut-on établir une fiche de lecture, ou quels sont les points essentiels qui doivent figurer dans une fiche de lecture pour nous faciliter cette démarche d'analyse, etc. Ok. Justement, la fiche de lecture, il n'y a pas une seule fiche de lecture, c'est l'essentiel qui doit être dans une fiche de lecture. Ce sont les arguments, le contexte du texte, ses arguments, ses enjeux, ses thèses, etc. C'est surtout les arguments qui doivent, parce qu'une fiche de lecture, ce n'est pas un résumé d'un article ou d'un livre. C'est totalement différent. La fiche de lecture doit reprendre l'essentiel de l'article, c'est-à-dire ses arguments, pourquoi il dit ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que dit l'article, le livre, et pourquoi il dit ce qu'il dit. Voilà pour le dire de manière simple. Et donc, une fois vous vous confrontez à cet exercice, vous allez voir que ce n'est pas du tout évident et que ça demande, ça demande du temps et une lecture méthodique, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire la lecture lente et la lecture rapide et la lecture approfondie. Voilà, en ce qui concerne les fiches de lecture, il n'y a pas chaque auteur, chaque personne, chaque chercheur ou chercheuse développe ses propres manières d'élaborer les fiches de lecture. Mais le point commun entre les différentes pratiques est essentiellement l'extraction des arguments pour pouvoir les utiliser plus tard dans la discussion entre auteurs et dans la confrontation de vos propres résultats. Voilà. Je pense que c'est bon. Y a-t-il une autre question? Une liste de présence? Est-ce qu'on aurait une attestation de participation? Ça, je laisse à Rania de répondre à ça. Zakaria, il n'y a pas d'autres questions? Non, je crois que c'est bon.
C'est bon, on est à temps. On est à temps. Peut-être que j'aimerais intervenir bon. si possible. Allez-y, allez-y, madame. Oui, merci beaucoup. Donc, je vous remercie déjà pour cette conférence. Moi qui suis prof, donc j'ai beaucoup appris avec vous. Et en fait, ma question, c'est par rapport au contexte. Moi, je dis toujours à mes étudiants, souvent, c'est le seul argument qu'ils ont pour justifier de développer un projet de thèse. Ils disent, ah, ça n'a jamais été au Maroc, c'est la première fois. Donc, je pense, est-ce qu'il faudrait vraiment insister sur l'idée qu'il faut toujours un apport théorique et que le contexte seul ne justifie pas l'élaboration d'un projet de thèse. Est-ce que vous confirmez ça ou vous pensez qu'un contexte peut justifier qu'on élabore, c'est-à-dire qu'on prend un modèle déjà établi, prouvé, appliqué, expérimenté, tel quel, qu'on l'applique et qu'on dit oui, finalement, je confirme. Surtout quand ce sont des modèles conceptuels. Ce ne sont pas juste c'est pas de l'expérimentation. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci, cher professeur, pour votre question pertinente. Tout à fait, oui, la question se pose. Mais ça dépend, je crois, ça dépend des domaines de recherche. Dans certains domaines, c'est ce qui se fait en général. On apporte un modèle déjà appliqué, par exemple en épidémiologie, et on essaie, par exemple, de voir qu'est-ce qui se passe chez nous ou ailleurs. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un apport? Oui, sauf que le problème, c'est que nous, en général, ce n'est pas l'épidémiologie, c'est des problèmes marketing, comportement du consommateur. Donc, quand l'étudiant prend un modèle conceptuel avec toute la revue de la littérature qu'il aura déjà trouvée, qu'il vienne l'appliquer au Maroc, je ne vois pas la richesse de son apport. Et le problème, c'est que, à défaut de vouloir faire une vraie réflexion telle que vous l'avez bien présentée dans le séminaire, sur justement la confrontation de la littérature, l'identification d'un gap théorique, ils se disent oui, mais ça n'a jamais été fait au Maroc et c'est ça mon apport. Et donc, moi, je suis très, comment dire, très exigeante. Et je refuse ce genre. Est-ce que j'ai raison ou pas? En fait, c'est ça. Si vous permettez, j'aimerais intervenir dans la même lignée, disons. Comment peut-on faire en tant que doctorant juste... Désolée, c'est par rapport à la question de Madame Hessouni, justement, parce qu'elle se place en tant que professeure et moi, je pose la question en tant qu'étudiant, justement. Comment justifier, justement, par exemple, le jour de la soutenance, qu'on puisse faire autrement et qu'on ne prenne pas un modèle et qu'on utilise au Maroc, tout simplement. C'est-à-dire, je suis d'accord avec la prof. Est-ce qu'on peut faire autrement et comment se défendre par rapport à ça? Oui, je n'avais pas encore terminé parce que M'excuse. je voulais présenter ce qui idéalement devrait se faire. Ce qui se fait en général, c'est ça, ce que vous avez décrit. Et j'ai posé la question, est-ce qu'on peut considérer ça comme un apport? Alors, en épidémiologie, j'ai donné l'exemple d'épidémiologie, mais aussi il y a dans d'autres domaines, par exemple dans d'autres domaines, autres que l'épidémiologie, où on a des approches quantitatives, par exemple en démographie et dans d'autres domaines, dans certaines approches sciences politiques quantitatives. Il y a ça, c'est-à-dire il faut déjà avoir des données dans le contexte étudié. Ça, on peut le considérer déjà comme un apport. Mais comment le problématiser, le conceptualiser? On ne peut pas, dans ce cas, apporter des concepts préapportés, des théories préapportées, et les appliquer sur un contexte qui est complètement différent. Donc, il y a deux niveaux différents. Il y a déjà de l'apport parce que
c'est une étude qui n'a jamais été faite et on l'a fait. Donc, on ne peut pas sous-estimer cet apport. Mais est-ce qu'elle est originelle en soi? Est-ce que c'est un apport conceptuel? Ça, c'est non. Donc, ça doit être complété avec une réflexion théorique conceptuelle qui, elle, émerge du contexte même étudié, en faisant ce que j'ai déjà décrit d'une manière critique, contrastive, etc., avec les travaux déjà effectués dans le domaine. Mais malheureusement, c'est par manque de créativité et d'imagination que de plus en plus, dans tous les domaines, non seulement en démographie ou en épidémiologie, ça se fait en anthropologie, ça se fait en sociologie. Ah oui, ils ont fait ça, moi je fais ça, et basta. Et je crois, ça c'est une première étape. Ils ont fait ça, moi je fais ça dans mon domaine, et alors je confronte ce que j'ai fait avec ce qu'ils ont fait, et en mobilisant les concepts et les théories qui sont appropriés. Et je crois que c'est ça ce qui permet de donner une nouveauté et un aspect innovatif à cette recherche. Personnellement, moi, je ne me contenterai pas de ça en tant que professeur dans une soutenance. Personnellement. Parce que je n'y vois pas une originalité. Deuxième chose qui est importante, ce qui se fait chez nous, parce que, et ça c'est une question importante, parce qu'il faut qu'on soulève, qui a été soulevée par vous, professeur, c'est que même dans la revue littérature, quelqu'un qui travaille sur la Tunisie ou le Maroc, ou l'Algérie, ou je ne sais pas, quand on voit la littérature, elle est trop provinciale, trop concentrée sur le local. 90% de la littérature mobilisée, c'est sur le Maroc, par exemple. Elle doit être globale, universelle, sur des sujets traités, pas seulement, par exemple, même sur les données, même la revue littérature qu'on mobilise pour faire des études comparatives ou pour analyser les données. On devrait aller voir les autres, ce qu'ils ont fait en Inde, qu'est-ce qu'ils ont fait au Brésil, qu'est-ce qu'ils ont fait au Canada, qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est ça une revue littérature. Elle ne doit pas être très cantonnée sur le local. Parce que ce cantonnement, justement, il ne lui permet pas d'être innovatif et critique. Et merci pour votre question. Merci à vous, professeur. Merci beaucoup. Merci à vous, professeur Zakaria, et aussi professeur Aït Mansour. Je pense qu'il n'y a pas encore de questions. C'est tout. Non, je vois qu'il y a une main levée. Il y a une main levée. Amina? Oui, effectivement, de RFI Amina. Oui, bonjour. Bonjour. Merci mes professeurs pour vos présentations. J'ai une seule question parce que je fais une étude comparative entre deux terrains différents, le Maroc et la Tunisie. En fait, quand j'ai commencé le travail sur les fiches de lecture et sur la rédaction de ma revue de littérature, en premier pas, je veux juste savoir, est-ce que, en termes de comparaison, on doit vraiment travailler au niveau théorique, au niveau des études qui ont été faites sur le sujet, d'une manière de section, c'est-à-dire mettre les sections par thème sur le terrain, le premier terrain et le deuxième terrain. Merci. Vas-y. Alors, dans le cas comparatif, de façon
peu pragmatique, définir déjà les contextes pour aborder la littérature. Les contextes historiques, les contextes géographiques, les contextes politiques de la recherche. Et une première revue de littérature, ça va être sur ces contextes. Les contextes de la recherche. Je ne sais pas la recherche porte sur quoi, mais en tout cas, et définir ces contextes. Ces contextes aussi bien temporels que spatiaux. Ça va être une première revue de littérature qui nous permet de nous familiariser avec les travaux déjà effectués aussi bien au Maroc qu'en Tunisie sur le sujet. Et ça va nous donner beaucoup plus d'informations pour nous familiariser. Là, un autre niveau qui commence, ce sont les niveaux théoriques et conceptuels qui ont été mobilisés de part et d'autre sur le sujet. Et là, je fais un deuxième niveau de lecture. Déjà, après avoir été familiarisé, moi je donne une technique, une approche, une stratégie d'attaque. Pour ne pas être submergé par la littérature, on la divise comme ça, par exemple, définir des contextes, et puis aborder les contextes, et après aborder les théories mobilisées dans le domaine. Quels sont les théories en anthropologie? Est-ce qu'il y a des études anthropologiques? Est-ce qu'il y a des études politiques? Est-ce qu'il y a des études socio-économiques, psychologiques, je ne sais pas, qui ont été faites sur le domaine? Et quelles sont les différentes tendances théoriques et les méthodes utilisées? Et là, je fais des fiches de lecture sur les théories et les méthodes, etc. Méthode ici, théorie ici, pour avoir une idée de ce qui se fait. Comment le sujet est conceptualisé, théorisé, de part et d'autre. Une troisième, je dirais, fiche de lecture, quels sont les thèmes abordés? Peut-être on commence par les thèmes. Peut-être je commencerai par les thèmes. Les thèmes, puis après les théories et les méthodes. Les thèmes, quels sont les différents thèmes, les champs? Les thèmes. Il y a 5 ou 6 thèmes majeurs qui reviennent, qui sont traités dans la question. Et puis, je définis 6 thèmes. Quels sont les thèmes? Je les ressors, les références, et comment ces thèmes sont traités de façon spécifique et de façon contrastive entre le Maroc et la Tunisie. Et après, je passe aux théories et aux méthodes et je fais une fiche de lecture sur une. Et là, j'ai mes lectures. J'ai les domaines, les thèmes et les domaines, les contextes, et puis les théories et les méthodes. Et donc, je me familiarise à partir de là. Donc, j'ai déjà constitué mes fiches de lecture en divisant les catégories. Catégorie méthode, catégorie théorie, catégorie thème, catégorie contexte. Et après, là, je commence moi-même, à partir de mes recherches, à se confronter, à partir de mon terrain, à se confronter à cette revue de littérature, à partir de mes données, et faire parler de nouveau ces lectures, et est-ce qu'elles sont suffisantes de répondre à certains questionnements, ou est-ce que d'autres lectures s'imposent? Et quelque chose d'important aussi, en dehors du Maroc et la Tunisie, dans les contextes, quand je parle des contextes géographiques, important, comme je l'ai souligné tout à l'heure, définir ce qui s'est fait ailleurs pour chercher de l'inspiration et pour confronter nos terrains aux autres. C'est très, très important, très, très important. Et pour donner aussi sa dimension universelle à notre recherche. Parce que quand on va publier un article, ça passera pour une thèse sur le Maroc et la Tunisie. Quand on est cantonné, ça peut passer. Mais quand on veut faire un article scientifique dans une revue internationale, on ne se contentera jamais avec nos références locales.
ces références locales doivent être, dans notre contexte local, doivent être comparées à ce qui a été fait, parce que ce sont les critiques des reviewers, des évaluateurs qui vont nous envoyer. Voilà ce qui se passe ici, en France, ce qui se passe en Inde, ce qui se passe en Grande-Bretagne, en Argentine, etc. Et ça, il faut prendre en considération. Très important. Donc, je crois, ce sont des subdivisions, je dirais, pratiques, pour aborder la revue de littérature, pour ne pas submerger. Merci beaucoup, professeur, c'est gentil. Oui. Merci. OK. Merci, Zakaria. Il y a une question sur ce que signifie méthode. Ça fera l'objet de la prochaine séance. Et donc, si vous pouvez visionner la vidéo, deux vidéos d'ailleurs, méthodologie et méthode, ce serait très bien, comme ça on gagnera du temps pour la discussion, comme on l'a fait aujourd'hui. Et Rania, je crois qu'on a largement dépassé le temps, n'est-ce pas? Donc, Oui, effectivement. il est temps de s'arrêter et on se retrouve vendredi prochain pour méthodologie et Oui, méthode. Allah. Donc, pour vendredi prochain. Je voulais juste répondre à la question des attestations. Donc, effectivement, les attestations vont être livrées aux participants à la fin du séminaire. Donc, j'espère que vous serez présents, tous et toutes, pendant toutes les séances. Et je remercie encore une fois professeur Zakaria Rani et professeur Aïd Mansour pour leurs interventions. Et je vous dis à vendredi prochain, Inch'Allah. Inch'Allah, très bien. Merci. Merci à vous tous et toutes. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.